Faut vraiment avoir une tête à chapeau pour porter ça. Ce bicorne symbolise à lui seul Napoléon Ier. Alors qu'il était d'usage de le porter comme ceci, il est le premier à l'avoir posé de cette façon. Alors évidemment, ce n'est pas pour ses coquetteries vestimentaires que l'empereur a marqué l'histoire. En fait, rien au départ ne laissait présager son incroyable destin. Lorsque Napoléon naît, le 15 août 1769, à Ajaccio, en Corse, la petite île génoise vient tout juste d'être rattachée à la France. La famille Bonaparte, Buonaparte, en version originale, appartient à la petite noblesse, mais elle ne roule pas sur l'or. Alors pour assurer un avenir à leur fils, c'est sur le continent que ses parents l'envoient étudier. À 15 ans, le jeune Bonaparte intègre la prestigieuse école militaire de Paris. Il se révèle bon élève. Seulement voilà, son fort accent corse lui vaut des moqueries de la part de ses camarades. De quoi forger le caractère du jeune lieutenant d'artillerie que l'on dit autoritaire et très ambitieux. Bonaparte rêve de gloire et un événement historique va lui offrir l'occasion de passer de l'ombre à la lumière, la Révolution française. Une chance inespérée qu'il ne va pas laisser passer. En 1793, les Anglais, alliés des royalistes, font le siège de Toulon. La situation est mal engagée pour l'armée républicaine, mais grâce au plan d'attaque qu'il élabore, Bonaparte parvient à chasser les assaillants hors de la ville. La France de la Révolution découvre à cette occasion ce tout jeune officier qui ne tarde pas à être promu général en chef. Il a seulement 24 ans et plus rien ne semble l'arrêter. Ses victoires en Italie puis en Égypte lui vaudront d'être accueilli à Paris en héros national. C'est le moment qu'il choisit pour faire son fameux coup d'État du 9 novembre 1799, ou plutôt du 18 Brumaire en 8, devrais-je dire, selon le calendrier révolutionnaire en vigueur depuis 1792. Bonaparte installe alors le consulat avant de se faire sacrer empereur le 2 décembre 1804. Napoléon, c'est d'abord une silhouette immédiatement reconnaissable qui ne doit rien au hasard. Vous allez le voir, l'empereur est l'inventeur de la communication politique moderne, comme nous le raconte notre spécialiste des tendances, Mathieu Gubert. Jamy, tu veux devenir un chef d'État proche du peuple? Eh bien voici un tuto signé Bonaparte. Tout d'abord, le look. Vous voyez de quoi je veux parler? Le bicorne. Alors ok, c'est pas lui qui l'a inventé, mais c'est lui qui a décidé de le mettre en bataille et non en colonne pour se différencier de ses officiers. Même chose pour la redingote grise. Là encore, c'est pour faire peuple et se démarquer de ses maréchaux chamarrés. Une fois qu'on a le look, encore faut-il avoir le style. Mais pour Napoléon, la fameuse main sur le ventre n'est pas calculée. Non, le pauvre il souffrait d'une tumeur à l'estomac dont il est mort d'ailleurs. Travailler son image. Au début du 19e, pas de story, pas de selfie, mais on peut se faire tirer le portrait. Et un des tableaux les plus connus, c'est son sacre peint par David. Chaque détail y est pensé. Pour avoir l'air d'un bon fils, l'empereur exige qu'on y voie sa mère Laetitia, alors qu'elle n'était même pas présente lors de la cérémonie car ils étaient fâchés. Mais plus que la com, Napoléon invente le principe même de la propagande. Et c'est son ministre des Arts, le baron Vivant de Nom, qui s'occupe de tout. Comme avec les pestiférés de Jaffa, où on voit Napoléon comme un guérisseur, un faiseur de miracles. Une commande pour contrer une fake news des Anglais, comme quoi il avait eu l'idée de se débarrasser de ses soldats atteints de la peste lors de la campagne d'Égypte. Pour les scènes de bataille, on pourrait se dire naïvement que les peintres y ont assisté et qu'ils reproduisent ce qu'ils ont vu. Eh ben non, pas du tout. Comme pour nos meubles en kit, les artistes doivent suivre une notice détaillée avec les éléments du paysage, la position des armées, les attitudes, les costumes, bref, la totale. Pareil pour le passage du Grand Saint-Bernard, que Napoléon a franchi à dos de mulet. En même temps, comme c'est lui qui ordonnait à David comment le peindre. Oui. Voilà, Jamy, à toi de jouer maintenant. Et vive l'empereur. Chapeau. En tout cas, moi j'ai plutôt envie de dire
Vive Mathieu! Comme on vient de le voir, Napoléon n'a cessé de faire la guerre aux ennemis de la Révolution. Et lorsqu'il devient empereur, il décide d'accélérer ses grands projets de conquête. Son ambition est claire, mettre l'Europe à ses pieds. Pour y parvenir, il crée une armée gigantesque, la Grande Armée. Elle se compose de cavaliers et de soldats à pied que l'on appelle les grognards. Savez-vous pourquoi on les appelle ainsi? Eh bien parce qu'ils se plaignent tout le temps. Ils grognent. Il faut dire qu'ils ont de bonnes raisons de râler. Lourdement équipés, ces hommes parcourent des milliers de kilomètres à pied pour faire la guerre. Épuisés et mal nourris, ils tombent comme des mouches au combat et quand ils ne meurent pas, ils reviennent souvent estropiés du champ de bataille. L'expression « avoir les dents du bonheur » vient de cette époque. Pour recharger leurs fusils, les soldats du Premier Empire devaient ouvrir leur sac de poudre avec leurs incisives. Or, ceux qui avaient un écart trop important ne pouvaient pas le faire. Ils étaient alors exemptés de combat pour leur plus grand bonheur. Mais les grognards n'ont pas peur de mourir pour l'empereur. Et la Grande Armée enchaîne les victoires. Austerlitz, Iéna, Friedland, Wagram et tant d'autres. À sa tête, Napoléon devient le maître de l'Europe. Mais en 1812, le vent tourne. À l'apogée de sa gloire, il subit une série de défaites. La plus emblématique est la terrifiante retraite de Russie qui se soldera par un fiasco pour la Grande Armée. Près de 900 000 hommes perdront la vie pendant les guerres napoléoniennes. Ce qui vaudra à l'empereur un surnom, l'ogre. Désavoué, il est contraint d'abdiquer en 1814 au profit de Louis XVIII. Il choisit alors de s'exiler sur l'île d'Elbe, où il réside jusqu'en 1815, date à laquelle il parvient à reprendre le pouvoir. Ce sont les fameux 100 jours. Mais la reconquête sera de courte durée. Napoléon chute à nouveau face aux Anglo-Prussiens lors de la célèbre bataille de Waterloo. Cette fois, il abandonne définitivement sa grande armée pour finir emprisonné à Sainte-Hélène, une île du bout du monde. Il y meurt, loin de ses fidèles grognards, le 5 mai 1821, à l'âge de 51 ans. Et si le corps de Napoléon n'était pas dans son tombeau des Invalides? C'est la folle rumeur qui a circulé en France et dans le monde entier pendant plus d'un siècle. David Chemla, notre détective, s'est rendu sur place pour tirer au clair cette histoire incroyable. Un si grand tombeau pour un homme qui mesurait seulement 1,68 m? Mais est-ce bien Napoléon à l'intérieur? Tout commence à la mort de l'empereur sur l'île britannique de Sainte-Hélène au beau milieu de l'Atlantique Sud, le 5 mai 1821. Son corps est placé dans 4 cercueils, emboîtés les uns dans les autres comme des poupées russes. On y dépose également son chapeau et des médailles. Puis, on descend le tout à 3 mètres sous terre et on recouvre tout ça d'une dalle en pierre scellée par 2 couches de ciment. Même mort, Napoléon faisait visiblement encore peur aux Anglais. Il faudra attendre 19 ans après sa mort pour qu'ils acceptent enfin de rendre le corps à la France. C'est le fameux retour des cendres. La dépouille impériale arrive à Paris le 15 décembre 1840. Et là, c'est l'euphorie. On organise des funérailles nationales grandioses à rendre jaloux les fans de Johnny Hallyday. Les canons tonnent et des centaines de milliers de personnes acclament le cortège funéraire qui arrive ici, aux Invalides. Depuis, c'est dans ce sarcophage en roche rouge que repose l'empereur. On aurait pu en rester là, Jamy, hein? Eh ben non, car selon certains, le corps de Napoléon a été remplacé par un autre. Pour essayer de comprendre, il faut revenir un tout petit peu en arrière. On est à Sainte-Hélène. Juste avant de ramener la dépouille en France, les Français demandent d'ouvrir le tombeau, histoire de ne pas se faire avoir.
Et la stupeur, le corps de Napoléon paraît trop bien conservé. Plus troublant encore, des objets semblent avoir été déplacés. Il n'en faut pas plus pour alimenter les plus folles rumeurs. Napoléon serait toujours en vie, il se serait enfui aux États-Unis ou en Australie. Plus dingue encore, en 1969, un journaliste l'affirme, il sait où se trouve la dépouille de l'empereur. Les Anglais l'auraient exhumée secrètement à Sainte-Hélène et elle serait désormais sous une dalle de l'abbaye de Westminster à Londres. Bon, je te rassure, Jamy, c'est bien Napoléon là-dedans. Mais la légende demeure, et pour cause. Depuis 1840, le sarcophage n'a jamais été rouvert. Merci David, le mystère reste donc entier. Mais ça n'empêche pas Napoléon d'avoir laissé derrière lui un héritage considérable. Je pense que vous allez être surpris. Lorsqu'il arrive au pouvoir en 1799, il trouve une France dévastée par la Révolution. Il faut remettre le pays sur pied et pour cela, il crée les masses de granit. Non, rien à voir avec la roche. C'est le nom qu'il donne aux nombreuses institutions qu'il fonde et qui, pour certaines, sont toujours en place aujourd'hui. Écoutez ces cris. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. Ce sont des cris de joie à l'annonce des résultats du baccalauréat. Eh bien, figurez-vous que le bac est une invention de Napoléon qui date de 1808. Vous l'aviez peut-être appris au lycée. Le lycée, puisqu'on en parle, c'est lui aussi, créé par la loi du 1er mai 1802. On y a tous de très bons souvenirs. Tenez, regardez ce personnage en uniforme. Il s'agit d'un préfet. Il est chargé de l'administration dans les départements. Eh bien, sans Bonaparte, ce personnage exercerait sans doute une autre fonction. C'est en effet lui qui a créé le corps préfectoral le 17 février 1800. Mais l'invention la plus emblématique de Napoléon, c'est sans aucun doute ce livre, le Code civil, publié le 21 mars 1804. Il regroupe l'ensemble des lois qui régissent nos droits et nos obligations, le mariage, le divorce, la propriété ou encore l'héritage. Il a évolué, bien sûr, mais savez-vous que près de la moitié de ces 2281 articles datent de l'époque napoléonienne ? Enfin, peut-être plus surprenant encore, Napoléon a aussi créé la Banque de France, le ramassage des ordures et la numérotation des rues, instaurées pour faciliter la collecte de l'impôt et financer ses guerres. À l'heure où on commémore le bicentenaire de sa mort, j'ai comme l'impression que l'empereur n'a jamais été aussi vivant.